Merci beaucoup. Euh, donc, je vais vous parler des occlusions du tronc basilaire avec un œil de neuroradiologue, diagnostique et interventionnel. Donc, je parlerai pas mal du diagnostic et des pièges et des traitements actuels de ces occlusions du tronc basilaire. Alors, les occlusions du tronc basilaire, c'est souvent comme ça. Homme de 35 ans, une soirée un peu trop arrosée, il rentre, il est couché. Le lendemain matin, il ne se réveille pas. Sa femme le laisse, entre guillemets, cuver son vin, mais à midi, il ne bouge toujours pas. Une autre histoire, une fille de 19 ans, une nuit de danse, prise de différentes choses, et retrouvée le matin dans le coma. Un homme de 48 ans qui présente des cervicalgies dans la journée, et puis le soir, il est réveillé par des céphalées, il se lève, il dit à sa femme, je ne vois plus rien, et il tombe dans le coma. Donc, je peux continuer comme ça, des histoires de chasse, entre guillemets, des cas qui paraissent isolés et pour lesquels on a souvent bien du mal à être dans le bon timing pour une thérapeutique, parce qu'on n'y pense pas forcément. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas forcément? Parce que les AVC du tronc basilaire, par occlusion du tronc basilaire, ça représente uniquement 1% des accidents vasculaires cérébro-ischémiques et seulement 8% des accidents de la fosse postérieure. C'est rare, c'est à peu près 1 pour 100 000 habitants et par an, donc une pathologie qui est rare. Une présentation variable et trompeuse, on va la voir, et puis un traitement qui est encore en discussion, on terminera par ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une présentation clinique et trompeuse? Je suis obligé de refaire un petit peu d'anatomie, de revenir à l'anatomie du tronc basilaire pour essayer de comprendre. Alors, le tronc basilaire, il est étendu entre le sillon bulbo-protubérantiel et le sillon ponton-mésencéphalique. Normalement, il ne donne pas les artères cérébelleuses inférieures parce qu'elles viennent des artères vertébrales. Mais il donne les artères cérébelleuses moyennes, les branches pontiques, les artères cérébelleuses supérieures, et habituellement, il se termine en artère cérébrale postérieure de chaque côté. Une des caractéristiques, outre ces branches collatérales, ce sont ces branches perforantes, puisque de ce tronc basilaire vont partir toutes les branches médiales et paramédianes qui vont alimenter toute la profondeur du tronc. Vous avez ici une représentation sur un atlas anatomique de Salamon, et voici ça, c'est ce qu'on a sur nos angiographies actuellement, ou sur une coupe sagittale, vous voyez bien le tronc basilaire et vous voyez toutes ces perforantes qui vont jusqu'au plancher du 4e ventricule. Donc, perforante étagée avec une disposition dimidiée, un peu comme au niveau de la moelle, avec des niveaux différents. La terminaison se fait au niveau du mésencéphale, avec habituellement la cérébrale postérieure de chaque côté et la vascularisation de ce qu'on appelle la fosse interpédonculaire, avec des branches qui viennent des cérébelleuses supérieures, mais aussi des segments P1, donc des premiers segments des artères cérébrales postérieures. Habituellement, donc vous les avez ici sur une coupe axiale, où on voit les deux segments P1 et voilà les artères qui pénètrent dans cette fossette et qui vont pénétrer le mésencéphale. Voilà sur une coupe frontale. Habituellement, la disposition, c'est une de chaque côté, à peu près 80% des cas. Et puis la classique artère de Percheron, que tout le monde connaît, c'est à peu près 10% des cas. Et ça donne ces infarctus bithalamiques avec les troubles de conscience et les troubles de l'élévation du regard. Autre élément anatomique à prendre en considération, le tronc basilaire donne donc des artères cérébelleuses. Les artères cérébelleuses vont se rejoindre en périphérie autour du cervelet, donc des anastomoses hémisphériques. Et puis aussi, ça c'est une coupe sagittale, encore du tronc basilaire. On voit ici le vermis supérieur et le vermis inférieur. Et on voit ces artères cérébelleuses qui se joignent et qui font l'arcade vermienne, qui peut court-circuiter donc le tronc basilaire en cas d'occlusion. Dernier élément qui permet de comprendre les tableaux, c'est cette communication postérieure avec la carotide interne ou pas. Vous savez très bien qu'il peut y avoir une communicante postérieure ou pas. S'il n'y a pas de communicante postérieure, l'extrémité supérieure du tronc basilaire est isolée et le tableau qu'on appelle le top basilaire, l'occlusion du tronc basilaire, sera complète avec le mésencéphale et puis l'atteinte thalamique. Au contraire, il peut y avoir une artère cérébrale postérieure qui naît de la carotide interne, qui ne rejoint pas le tronc basilaire, et dans ce cas, elle sera épargnée par l'occlusion de ce tronc basilaire. Voilà les éléments posés d'anatomie qui permettent de comprendre les variations
Voilà un exemple ici de ce cercle périvermien. Alors ça, c'est un enfant, 9 ans. Il fait une occlusion du tronc basilaire. Et vous voyez très bien l'artère cérébelleuse inférieure qui reprend en charge la cérébelleuse supérieure par le cercle périvermien et qui finalement reprend en charge pratiquement toute la fosse postérieure. Et ce qui explique que là, il y a un infarctus très limité. À l'autre bout de la vie, un patient qui a une sténose ancienne qui s'est installée très progressivement, il a développé ses anastomoses et finalement il recharge pratiquement toute la fosse postérieure et tout le territoire du tronc basilaire, à l'exception de cette petite zone d'occlusion grâce à ses anastomoses. Mais le plus souvent, chez l'adulte d'âge moyen, le tronc basilaire sera surpris par l'occlusion. Les anastomoses ne seront pas suffisantes pour permettre une reprise en charge complète. En fonction donc de ces dispositions anatomiques, vous aurez des tableaux qui sont différents sur le plan donc, de l'occlusion. Ça, ce sont des images en diffusion en IRM. Au niveau du pont, ça, c'est l'occlusion d'un côté donc, des artères paramédianes, des artères médianes et paramédianes, l'ensemble donnant donc l'atteinte de la protubérance de la moitié, avec ou pas l'atteinte cérébelleuse, si l'artère cérébelleuse moyenne est prise dans l'occlusion. Le plus souvent, vous avez une atteinte bilatérale, mais cette atteinte bilatérale, elle sera asymétrique en fonction donc, des territoires que l'on vient de voir. Le territoire plus latéral, comme ici, est beaucoup plus rare, puisque habituellement, il y a un nœud anastomotique ici d'artère autour de la naissance du 5. Au niveau du mésencéphale, l'atteinte classique, c'est celle-ci, l'atteinte moyenne donc, du mésencéphale, avec une atteinte qui atteint l'aqueduc de Sylvius, donc avec toujours dans ces cas l'atteinte du 3, l'amylriase, donc qui permet d'évoquer le diagnostic. Parfois cette atteinte, elle peut même être strictement limitée à cette petite atteinte du 3, une petite perforante là, qui vient ici du tronc basilaire et qui vient jusqu'au niveau du plancher. Mais le plus souvent, ces atteintes hautes vont s'accompagner donc d'atteintes du tronc cérébral, mais aussi d'atteintes temporales et d'atteintes occipitales par l'atteinte de la cérébrale postérieure. Vous avez ici la liste des signes cliniques et la liste des structures anatomiques qui peuvent être atteintes. Vous trouverez ça dans le Lancet, c'est très bien fait, mais vous voyez, l'association est bien évidemment très importante. Alors, c'est trompeur du fait de ces tableaux radiocliniques, anatomocliniques, pardon, c'est trompeur aussi parce que la marche de signes cliniques est variable. Ça peut être une atteinte brutale, mais le plus souvent c'est une atteinte bégayante, ou alors ce qu'on appelle le progressive stroke avec l'installation sur quelques heures des différents signes cliniques. Ça va réaliser un tableau variable depuis l'atteinte isolée d'un nerf crânien jusqu'au coma. Avec un élément important, les prodromes. Les prodromes sont plus fréquents que dans les accidents de la circulation antérieure. Vous avez à peu près 2/3 des patients qui présentent soit un prodrome, soit un AVC mineur dans les jours ou les semaines qui précèdent l'accident important. Donc ça peut être de plusieurs semaines. Les signes sont souvent crescendo et avec les signes les plus fréquents, malheureusement, un signe d'une grande banalité, le vertige, à peu près la moitié des cas, ou alors des céphalées, ces signes ne sont pas spécifiques. Isolés, ça n'évoque pas un accident du tronc basilaire. Associés avec les autres signes, bien évidemment, ils seront beaucoup plus évocateurs et il y a des échelles d'association de signes qui permettent de pronostiquer l'atteinte ou non du tronc basilaire. Le taux de récidive dans ces signes cliniques, vous voyez, il est très variable en fonction de l'étiologie. Lorsqu'il n'y a pas de sténose sur les artères, ce taux de récidive est peu important. Lorsque la sténose est sur les artères vertébrales, il est plus important et encore beaucoup plus important quand la sténose siège au niveau local. Le plus intéressant, c'est que ces récidives surviennent très très tôt. Donc dès qu'on a évoqué ce diagnostic, il faut bien évidemment aller plus loin. Sur le plan pathogénie, on a donc 3 grands groupes. Une occlusion sur la sténose athéromateuse dans environ 1/3 des cas, par embolie dans environ 1/3 des cas, et puis la dissection spontanée dans environ 10% des cas, et puis il reste 25% des cas où c'est indéterminé. Les tableaux cliniques, on a vu, bien sûr, ils varient en fonction du niveau de l'extension, on vient de le voir, avec 2 grands tableaux, le mid-basilaire et le top-basilaire, c'est-à-dire l'occlusion du tiers moyen qui peut réaliser donc un logding, et l'occlusion de la terminaison du tronc basilaire avec les atteintes cérébelleuses supérieures, cérébrales postérieures et l'atteinte
éventuellement occipital et temporal. Le problème essentiel, c'est d'y penser. Donc, y penser, le problème, c'est dans les troubles de conscience isolés. Troubles de conscience isolés, on va au scanner. Le scanner, généralement, il est d'une qualité moyenne, mais c'est là que doit se faire le diagnostic. C'est arriver à voir l'hyperdensité spontanée du tronc basilaire. Elle est visible dans à peu près 2/3 des cas, pas 100%, 2/3 des cas. Quand il y a une hyperdensité, bien sûr, elle est très spécifique, mais seulement dans 2/3 des cas. Si elle n'est pas présente, si cette hyperdensité n'est pas retenue, la recommandation qu'on donne en radiologie, c'est de faire systématiquement un angioscanner devant un trouble de conscience isolé. Voilà un exemple où c'est très facile de voir, on suit le tronc basilaire et on voit ici l'hyperdensité très nette par rapport à la sylvienne, donc là le diagnostic est fait. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-là, l'angioscanner, en suivant donc l'injection d'iode, permet de montrer l'absence de tronc basilaire à un moment. Vous le voyez mieux ici sur ces reconstructions sagittales et ça permet de donner le diagnostic formel. Donc, systématiquement, trouble de conscience isolé, scanner et angioscanner, si on veut faire le diagnostic, ou mieux, bien évidemment, l'IRM. L'IRM qui vous montre l'occlusion ici du tronc basilaire et surtout qui permet d'apprécier le parenchyme. Élément important pour la décision thérapeutique, parce que, vous voyez, ça c'est une femme, 43 ans, elle fait un coma brutal chez son médecin. Donc, elle est là dans l'heure qui suit, on lui fait son IRM et pourtant, on a déjà des signes d'ischémie ancienne. Elle a fait déjà un accident préalable et puis on a l'accident nouveau ici au niveau de la protubérance, mais elle avait sûrement des prodromes qu'on ne connaît pas, mais elle avait déjà fait un accident cérébelleux quelques heures ou quelques jours auparavant. Donc, apprécier le parenchyme grâce à l'IRM. Ça, c'est l'angiographie de cette patiente avec donc l'embole qui est ici au niveau de juste après la jonction vertébro-basilaire et puis une thrombectomie mécanique et une récupération très rapide avec une évolution bien sûr favorable, c'est le cas idéal. Les traitements, tout ça pour en arriver au traitement de ces occlusions du tronc basilaire, anticoagulants et antiagrégants, la thrombolyse IV, les traitements endovasculaires. Avec les anciens traitements endovasculaires, on a parlé de la thrombectomie dans les accidents antérieurs. Là, c'est pareil au niveau des accidents postérieurs. Avec les anciens systèmes de thrombectomie mécanique, c'était à peu près équivalent à une thrombolyse intraveineuse. Il n'y a que les nouveaux qui montrent une véritable efficacité. Il y a depuis longtemps un registre qu'on appelle BASIX de ces occlusions du tronc basilaire qui montre que, quel que soit le traitement, on garde quand même une morbimortalité élevée et le bénéfice de la thrombectomie est probable, mais il n'est pas encore prouvé, puisqu'il n'y a pas d'études randomisées sur le tronc basilaire. La seule étude qui incluait des troncs basilaires, c'était l'étude TRACE, et on a eu finalement 4 malades inclus, donc ça ne permet pas du tout de tirer des conclusions. Ça, ce sont les études, enfin les résultats des différents traitements, antiagrégants, anticoagulants, thrombolyse intraveineuse et la première génération de thrombolyse intra-artérielle. Pas de différence spectaculaire quel que soit le traitement, mais on voit très bien une mortalité ici qui reste à peu près à 50%, quel que soit le traitement. Et bien évidemment, quand les atteintes sont sévères, la mortalité est très élevée et les évolutions cliniques très faibles. Alors la thrombectomie dans ces occlusions du tronc basilaire, la thrombectomie, ça commence à peu près en 2012 avec ce qu'on appelle les stent retrievers. Les stent retrievers, donc ces petits systèmes qui permettent de retirer les caillots. Dans la circulation antérieure, c'est très clair que ça a changé complètement la face des choses. Dans la circulation postérieure, c'est pareil. Simplement, les preuves sont beaucoup plus faibles. Ça, c'est une étude qui est donc de la salpêtrière, avec la comparaison entre des anciens systèmes et des nouveaux systèmes. Vous voyez qu'avec les nouveaux systèmes, on arrive à plus de 90% de recanalisation, une diminution du temps de réalisation de l'acte. Pour le moment, à 3 mois, les résultats sont encore moyens. Et là, vous avez une revue des différents cas, on ne peut pas parler d'une méta-analyse, mais une revue des différents cas publiés récemment dans la littérature. On arrive à peu près au même chiffre, 80% de recanalisation, 40% de patients qui vont bien, mais encore 30% de mortalité. Ça, voilà les différentes études qui ont été faites depuis 2012 et qui arrivent à peu près avec ces chiffres-là, 90% quand on utilise un stent retriever et
Malheureusement, pour le moment, encore des scores cliniques qui restent trop faibles. Voilà un exemple, 79 ans, trouble de conscience, coma brutal, occlusion du trompe basilaire. On va passer ce stent river une première fois. Il faut souvent passer plusieurs fois. Ah bon. La conclusion, c'est ça, c'est rare et trompeur. Le piège, c'est de ne pas y penser. Diagnostic scanner et angioscanner ou au mieux l'IRM. Et le traitement, c'est donc la thrombectomie mécanique, plus ou moins le traitement de la cause s'il y en a une qui est retrouvée. Voilà, je vous remercie.